Et si on arrêtait de faire semblant de ne pas voir le racisme ? Je ne suis pas raciste. C'est la question que pose Estelle Depris dans son livre « Mécanique du privilège blanc ». Un guide antiraciste qui est d'actualité, à l'heure où le climat politique et médiatique rend ces questions de plus en plus difficiles à aborder. La France est un pays qui est structurellement raciste, qui a été dénoncé par les Nations Unies. Structurellement raciste parce qu'il a... de dire ça. C'est pas scandaleux. Structurellement raciste, Absolument. on ne serait pas là, Lydia. Maya. Alors que le racisme est toujours plus visible, décomplexé. Le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme fait état d'une année 2023 marquée par une très forte augmentation des actes racistes, plus 32%, dans un contexte de défiance vis-à-vis de l'autre et de la diffusion d'un discours haineux dans certaines sphères politiques et médiatiques où la figure de l'immigré est rendue responsable des maux de la société. Le racisme n'est pas l'apanage des électeurs du Rassemblement national, il est beaucoup plus largement diffusé. Là, simplement, c'est vrai que le Rassemblement national donne les moyens, en fait, de poser une grille raciale sur un certain nombre de problèmes que rencontrent les gens. Le fait de se sentir méprisé, l'opposition aux élites, le déclassement. La période des législatives a été marquée par la libération de la parole raciste. Mais on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars, Ils vous insultent. oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la niche. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Au milieu de tout cela, les inversions sémantiques sont de plus en plus fréquentes pour créer une confusion permanente. Ce qui est raciste, c'est en réalité de juger les gens en fonction de la couleur de leur peau. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. Vous assumez donc une certaine forme de racisme. Parce que si on explique qu'il y a trop de mâles blancs depuis de 50 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de quoi ? Donc, non mais voilà, je veux dire, faut assumer les choses. Donc il y a une idéologie. Donc ceux qui se prétendent, je veux dire que ceux qui se prétendent en tout cas aujourd'hui antiracistes dans notre pays, qui sont les fers de lance du combat antiracisme dans notre pays, sont en réalité les véritables racistes. Il est bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France, mais la France reste un peuple de race blanche. Le racisme anti-blanc, pourtant considéré comme un non-sens par les sciences sociales, est un terme que l'on entend désormais presque partout. Je suis aujourd'hui la porte-parole, en effet, d'un racisme anti-blanc dans notre pays qui est invisibilisé, qui est nié et qui est même toléré. Ça a l'air d'être un vilain gros mot de parler de racisme anti-blanc. Ben non, est-ce qu'à un moment donné, de dire les choses... Il y a un tabou. Ben faut arrêter avec les tabous. Le racisme anti-blanc, ça veut rien dire. Prises dans ce chaos et cette violence, les personnes racisées continuent de souffrir de discrimination permanente et invisibilisée, alimentée par une extrême droite qui ne cesse de monter. Alors, dans cet entretien, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de faire le point. Qu'est-ce que le racisme exactement ? Pourquoi notre société est-elle bien souvent aveugle aux discriminations ? Comment le racisme est-il instrumentalisé ? Comment devenir un ou une bonne alliée antiraciste et construire une société plus juste et égalitaire ? Réponse tout de suite dans cette interview d'Estelle Depris pour Blast. Estelle Depris, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes consultante, conférencière et formatrice belge. Vous avez créé en 2019 le podcast Semblant de rien, puis en 2020 le compte Instagram du même nom. Et vous êtes aussi autrice. Votre livre Mécanique du privilège blanc, comment l'identifier et le déjouer, a été publié en septembre 2024 aux éditions Binge Audio. Donc, c'est un guide antiraciste très pédagogique. Et dans ce livre, ainsi que d'ailleurs sur votre compte Instagram, vous vous adressez directement aux personnes blanches pour les aider à devenir des alliés pour lutter contre le racisme et les propos racistes dans toutes les situations. Pour commencer, je voulais vous poser une question simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est un moment très particulier qui est assez marquant pour la lutte antiraciste. C'était le lendemain de l'assassinat de George Floyd. À ce moment-là, j'avais déjà une plateforme en ligne où je traitais des questions de privilèges, de blanchité, j'imagine qu'on en reparlera. Et à ce moment-là, la page a pris, je crois que j'ai pris 20 000 abonnés en une journée. J'ai reçu énormément de messages, beaucoup de personnes qui venaient de voir ce qui s'était passé aux États-Unis et qui voulaient directement s'informer sur les questions antiracistes et avoir des outils pour décrypter en fait ce qui se passait et pour s'engager. Je pense sincèrement qu'à ce moment-là précis, beaucoup de personnes perçues comme blanches ont réalisé les privilèges qu'elles avaient, la nature systémique du racisme, et donc j'avais un gros afflux de personnes sur ma page. Sauf que moi j'ai également été impactée psychologiquement par ce qui se passait, comme beaucoup de personnes qui sont engagées dans la lutte, et j'avais du mal en fait avec cet afflux de beaucoup de personnes blanches sur la page. J'ai commencé un peu à me poser des questions.
questions sur l'engagement antiraciste, l'alliance et tout ça. Et j'ai quand même été voir mes messages. Et j'ai vu le message d'une jeune fille que j'oublierai jamais, qui m'a dit « Je viens de me rendre compte de l'ampleur globale et systémique du racisme. J'aimerais m'investir. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre le racisme avec mes privilèges blancs ?» Et ce type de message, j'en ai reçu quand même plusieurs qui étaient tournés un peu de façon différente. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il manquait un outil accessible francophone pour permettre aux personnes qui veulent s'inscrire dans la lutte antiraciste, qui ne sont pas directement touchées par les discriminations, un guide avec des ressources de vocabulaire pédagogique, des conseils pour leur donner des outils en main pour pouvoir s'attaquer à la mécanique du racisme dans leur quotidien. Donc, pour moi, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui leur permette d'avoir ces outils-là. Et je me suis dit, en tant que société qui se dit démocratique, qui dit défendre l'égalité des chances comme en Belgique, qu'il était quand même assez aberrant qu'il n'y ait pas d'outils francophones qui correspondent à nos réalités, qui soient accessibles. Parce qu'il y a beaucoup de livres, des livres pédagogiques antiracistes, il y en a heureusement, mais qui traitent de front la question de blanchité dans un contexte francophone. Il me semblait qu'il n'y en avait pas suffisamment, donc j'ai voulu retranscrire le travail que je fais sur ma page Instagram en partageant mes découvertes que j'ai faites sur la blanchité et le racisme systémique. Oui, parce qu'en livre, par exemple, anglo-saxon, on peut citer Why I'm no longer talking to white people about race de Renier Dolodge, donc traduit en français par Le racisme est un problème de blanc, qui a été un grand succès de librairie. Ça a été une inspiration pour vous aussi, ça? Oui, alors pendant l'élaboration de notre projet, parce que de base, Semblant de rien, c'est un projet d'école. En gros, c'était mon mémoire médiatique avec 2 autres collègues. Et du coup, dans l'élaboration de ce projet sur la blanchité, donc ce podcast qui s'adresse aussi de manière frontale aux personnes blanches, on a rencontré Renier Dolodge qui était venu faire une signature à Bruxelles, et ça a été vraiment des rencontres, des conférences, des lectures qui m'ont poussé à me dire il faut qu'on puisse aborder cette question de la blanchité également en Belgique et en France, où ces questions sont encore aujourd'hui tabous, quoi. Alors en quoi justement ce livre il est plus actuel que jamais selon vous, parce que vous le sortez quand même aussi dans un contexte particulier où l'extrême droite monte partout avec avec un programme qui est ouvertement raciste en fait. Alors pas ouvertement non, mais en tout cas qu'il est défini par un certain nombre de spécialistes comme tel. Oui, mais là la spécificité du racisme qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il se cache derrière des apparats de neutralité, c'est-à-dire qu'on va pas entendre, et encore c'est en train de shifter, là c'est en train d'augmenter, mais on entend rarement des représentants politiques tenir des propos qui visent avec des termes raciaux ou ethniques des groupes de personnes. Par contre, ils font appel à des références que les personnes peuvent avoir dans leur univers médiatique, sur les réseaux sociaux, etc., pour qu'on puisse savoir exactement quel type de personnes ils visent, en fait. Je pense que le voile, c'est la victoire de l'islamisme. On sait très bien que quand Donald Trump parle des étrangers, on voit directement quel type d'étrangers il vise. Donc, en fait, ce livre est très important aujourd'hui pour vraiment avoir une définition plus complexe du racisme systémique qu'on a à travers les médias. Je pense qu'il est hyper utile, super important de comprendre les mots que la lutte antiraciste utilise, justement parce qu'ils sont réaspirés par l'extrême droite et renversés dans leur sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui va parler de privilèges blancs va directement être vue comme la vraie raciste, alors que des politiques d'extrême droite qui ont vraiment dans leur programme des politiques racistes, peuvent se targuer de la neutralité et de la non-discrimination. Donc là, c'est pour ça que c'est super important qu'on ait accès à du bon vocabulaire. Et ça, c'était vraiment la base de mon engagement. Il faut qu'on ait accès à du vocabulaire parce que moi, j'ai fait des études dans un master qui était quand même assez à gauche et pourtant, on parlait d'immigration, parfois même de colonialité, mais sans jamais qu'on puisse vraiment définir ce qu'est le racisme. Et en fait, c'est à cause de ce vide-là, du fait que l'éducation ne prend pas en charge le fait de nous expliquer ce fléau social, qu'on peut arriver comme ça dans un flou et des renversements sémantiques qu'on subit aujourd'hui. Donc, je pense que s'attaquer sur ces questions de fond, sur les questions historiques aussi qui maintiennent le système raciste aujourd'hui, c'est plus que nécessaire parce que eux sont en train d'avancer et de créer une confusion sur ces questions-là, ce qui rend, on va dire, les antiracistes d'aujourd'hui comme étant une cible à abattre en raison de ce flou-là, en fait. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le racisme, d'autant plus si elles s'attardent simplement à la définition qu'elles trouvent dans le dictionnaire, quoi. Oui, et c'est particulièrement important à un moment où justement les mots sont vidés de leur sens, notamment par le trumpisme qui existe aussi en Europe et en France. Donc vous avez un lexique très important de mots différents dans ce livre. Je voulais commencer avec le premier qui est d'ailleurs dans le titre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est justement le privilège blanc et comment est-ce qu'il s'articule ?
Alors moi, dans le livre, j'ai demandé à beaucoup de mes abonnés, en fait, qui sont principalement des personnes blanches, mais aussi beaucoup de personnes racisées, de me donner des exemples de privilèges qu'ils pouvaient avoir. Et j'ai introduit le chapitre avec une jeune femme qui fait tout un déroulé des privilèges qu'elle rencontre. Elle parle de choses qui ont l'air un peu risibles, comme le fait que quand elle va aller en Allemagne, qu'elle va parler français au téléphone, on va complimenter sa langue, dire qu'elle sonne bien, du fait que quand elle était un peu impertinente à l'école, on voyait ça comme quelque chose de mignon, etc. Et elle explique, elle fait tout un déroulé de sa vie de jeune femme. Et il y a aussi une autre abonnée qui a expliqué que pour elle, le privilège blanc, c'est de s'être posé la question que très récemment dans sa vie. Le fait de ne jamais avoir dû penser à sa couleur de peau. De ne pas avoir conscience d'être blanc. Oui, c'est ça. Pierre Thévagnan, il explique bien que le premier privilège blanc, c'est de ne pas avoir conscience d'être blanc, à l'inverse des personnes racisées qui, elles, doivent prendre conscience de cette racialité à un très jeune âge et souvent dans des circonstances de violence. Donc le privilège blanc, c'est le fait de ne pas être entravé par des barrières systémiques et des discriminations raciales, mais c'est aussi de se dire que discrimination et privilège, c'est deux faces d'une même pièce. On n'aurait pas besoin de discriminer certains groupes de personnes si on n'avait pas un groupe qu'on voudrait garder en position dominante et majoritaire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et c'est une tradition dans les sciences sociales, en fait, on a plus prêté de l'attention sur les effets des discriminations sur les groupes minorisés, mais sans réfléchir à quelle fonction remplissaient vraiment ces discriminations pour le groupe qui en était épargné. Donc, quand on parle de privilège blanc, on parle vraiment de cette relation asymétrique entre pouvoir et oppression. Si un groupe est opprimé au sein d'une même société, c'est qu'il y a un groupe qui en tire avantage, et c'est vrai pour tous les systèmes de domination. C'est la même chose dans les questions patriarcales, avec les différences entre les femmes et les hommes, ou même dans les questions de transphobie entre les personnes cisgenres et les personnes transgenres. Donc il y a toujours une asymétrie qui lie en fait les personnes opprimées avec les personnes dominantes. Et du coup, moi, une des volontés que je voulais avec la question du privilège blanc, c'est vraiment de renverser le regard que l'on porte sur le racisme habituellement et surtout de se poser la question, est-ce qu'on va vraiment réussir à dépasser ce fléau social tant qu'on regarde que l'impact que ça a sur les victimes et sans mettre en place réellement des vraies politiques qui permettraient d'atteindre une forme d'équité et d'égalité. Tant qu'on n'assumera pas le passé qui a construit cette supériorité blanche, tant qu'on refusera de regarder le racisme pour ce qu'il est, un système de domination systémique, on n'arrivera pas à dépasser tout ça. Et c'était vraiment pour briser ce silence qui m'a semblé important dès 2019 avec Semblant de rien ou là avec le livre d'aborder de manière frontale cette question du privilège, mais surtout je le fais et là j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, je le fais pas pour culpabiliser les personnes blanches. C'est pas le but de mon ouvrage, c'est pas le but de ma pratique militante sur les réseaux sociaux ni au sein de mes formations. Moi, j'aborde ces questions avec une certaine froideur tant que c'est possible parce qu'évidemment c'est des questions qui sont émotionnelles, mais de regarder ces problèmes sociaux là comme ils sont et d'essayer de décentrer un peu le côté l'ego qu'on peut avoir dans ce type de questionnement-là, de se décentrer en tant qu'individu et d'essayer de se voir en faisant partie d'un groupe qui historiquement bénéficie de certains privilèges ou qui historiquement subit des entraves. Et de se rendre compte qu'en fait que ces relations-là sont reliées les unes aux autres et que pour enfin déconstruire ce passé-là, il faut regarder toutes les composantes, toutes les données dans l'équation. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est que c'est quelque chose que certaines personnes peuvent ne pas réaliser, mais que la représentation dominante dans les médias, dans la politique, est blanche. Et j'ai pensé en vous lisant à ce qu'avait dit Chimamanda Ngozi Adichie, il me semble, l'autrice nigériane, lors d'une conférence où elle montre en fait que elle a un micro qui est juste à côté de son visage pour pouvoir parler en utilisant ses mains, et en fait qui a un micro qui est censé être couleur chair et il est blanc, et elle c'est une femme noire, et elle montre que c'est des petits exemples comme ça au quotidien qui montrent en fait que le monde, la société est quand même plutôt pensé pour les personnes blanches en fait. Oui, totalement, et ça a l'air risible. Je me souviens, Rokhaya Diallo s'était pris une vague de haine parce qu'elle avait pris le même exemple, mais avec les pansements, en expliquant qu'elle n'avait pas des pansements qui correspondaient à sa couleur de peau, et on a vu ça de manière un peu risible. Je colle sur ma peau qui est noire, le sparadrap, on ne voit que ça. Donc ils ne se font pas dans ma couleur de peau. Et pour moi, c'était l'indication de cet inconfort. Donc c'est pas une discrimination violente, mais c'est un inconfort permanent et un rappel permanent à ma couleur de peau et au fait que je ne ressemble pas à la majorité. J'en ai parlé sur Twitter et j'ai été harcelée, mais vraiment pendant 15 jours, j'ai été insultée, j'ai été menacée parce qu'on considérait que le problème que je soulevais était un problème totalement anodin. Et ce que je ne comprenais pas, c'était d'une certaine manière de dire, si c'est anodin, pourquoi ça justifie une telle agressivité, une telle hostilité ? Si on dézoome bien le problème,
on voit, là on est dans des sociétés qui sont structurées pour bénéficier à un seul groupe de personnes. Ce groupe de personnes-là n'arrive pas à se percevoir comme étant racialisé. Il se perçoit comme neutre. Il se perçoit comme l'échelon normatif de l'humanité. Et le fait qu'il n'arrive plus à se penser comme blanc, c'est quelque chose qui est assez récent au final dans nos sociétés. Mais on voit bien que même s'il ne se pense pas, le reste de la structure, l'ossature de la société reste d'une façon pour quand même faire en sorte que cette domination reste en place. Donc oui, le privilège blanc, en fait, ça prouve juste à quel point nous n'avons pas réussi à déconstruire en fait ce passé colonial, ces pensées raciales et la suprématie blanche, et comment on continue d'évoluer, surtout en tant que personne racisée, dans un système qui fait tout pour nous mettre à la marge. Des personnes peuvent en rire et trouver qu'on se victimise pour rien parce qu'elles ne le vivent pas dans l'intimité depuis l'enfance, mais le privilège blanc, ça va plus loin que ça. C'est le fait d'aller à l'hôpital en tant que femme afrodescendante ou en tant que femme noire et avoir peur d'accoucher de son bébé dans un hôpital public parce qu'il y a des statistiques, en tout cas aux États-Unis, qui le prouvent. Ici, on a des témoignages, mais pas de statistiques. On n'a pas le droit en France. On n'a pas le droit, et en Belgique non plus. Mais des témoignages que j'ai reçus des personnes qui travaillent sur la question du racisme au milieu médical, les femmes noires ont peur parfois d'être soignées à l'hôpital en raison des stéréotypes racistes sur le fait qu'elles tiendraient mieux la douleur, etc. C'est aussi le fait... Ou qu'elles exagéreraient aussi leur douleur. Hein. C'est ça tout le paradoxe. Oui, c'est ça. Donc, où elles exagèrent la douleur, où elles résistent à la douleur. Et en fait, tout ça, c'est un héritage esclavagiste et colonial. C'est pour pouvoir exploiter les corps des femmes et des hommes. Donc, on a cette perception, en fait, d'une robustesse. C'est très animalisant, en plus. Mais, du coup, ça peut avoir des effets terribles, comme être mal soigné quand on va à l'hôpital, avoir 20 fois plus de risques de subir un contrôle aux faciès en France. Ça, c'était en 2017, selon le Défenseur des droits. Donc, en fait, là, on est sur des choses concrètes. Le fait que, en tant que personne blanche, ça ne soit pas vos expériences, en tout cas pas des expériences collectives, pas des expériences de masse, et que vous devez vous construire avec ces ajustements à devoir faire au quotidien, le fait de pouvoir vivre sans même avoir à réfléchir à des questions de racisme, à des questions d'inégalité à ce niveau-là, c'est un immense privilège. Nous, on est obligés de prendre du temps sur ces questions parce que nous évoluons dans une société où ces entraves sont tangibles et réelles, quoi. Alors, vous le dites d'ailleurs dans votre introduction, le terme privilège, il n'est pas toujours facile à avaler. Il y a quand même une réelle difficulté pour beaucoup de personnes aujourd'hui à prendre conscience de leur privilège. Et on a un peu l'impression que tout ceci vient toucher à quelque chose de très profond, de très intime, vous l'avez un peu dit, à une sorte de notion de mérite en quelque sorte. C'est comme si on disait, bah voilà, si tu as des privilèges, ça t'enlève le mérite que tu as à avoir réussi à mener ta vie jusqu'ici ou à avoir tel métier ou que sais-je. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Parce qu'on voit qu'on peut aussi faire le parallèle avec le patriarcat et beaucoup d'hommes qui disent voilà, le patriarcat n'existe pas puisque ça voudrait dire que j'aurais bénéficié de ce système qui avantage les hommes. Quoi. Bah oui, parce que en fait, les privilèges dans une société où tout le monde serait équitable, tout le monde vivrait en position de domination comme un homme, aurait accès aux mêmes ressources, aux mêmes pouvoirs, etc. Donc, les personnes qui sont en situation de privilège ont juste l'impression que la société fonctionne parfaitement et ne voient pas en quoi les choses auxquelles ils ont accès font partie d'une forme de rétribution donnée par la société. En fait, plus le niveau du confort social, et encore c'est relatif, est élevé pour une personne, moins elle aura de facilité à reconnaître ses privilèges. Et de la même façon, il y a beaucoup de personnes, par exemple en situation qui sont pauvres, en situation précaire, qui vont dire moi, regardez, je galère, etc. Je subis la précarité et tout ça. Comment vous pouvez dire que j'ai des privilèges? En fait, c'est juste se dire que même aller à salaire égal, on va dire à galère égale, une personne blanche et une personne noire, il va quand même y avoir une différence de privilège. Et aussi parce que le statut de la blanchité confère déjà une forme de salaire psychologique. Ça a été théorisé par Du Bois dans les années 1935. C'est même à l'origine des discussions sur la blanchité où justement il se posait des questions sur comment se fait-il que les ouvriers noirs et les ouvriers blancs n'arrivaient pas à rentrer en solidarité les uns avec les autres. Et il s'est rendu compte en fait que par différents procédés au sein de la société américaine, surtout ségrégée à l'époque, on arrivait quand même à valoriser le statut de la blanchité chez les personnes blanches précaires qui auraient du coup beaucoup plus intérêt de se lier en solidarité avec les ouvriers noirs, mais en créant vraiment cette distinction sur base du statut de la race, ça a empêché des solidarités qui pourraient être utiles même encore aujourd'hui quand on analyse un peu les choses. Donc les gens ont du mal à reconnaître leurs privilèges parce que ça demande également un renversement de perspective totale sur tout ce qu'on a accompli dans la vie.
dit, sur le fait qu'on a peut-être fait des études, etc., et qu'on a l'impression que le job que j'ai obtenu, c'est juste grâce à mes compétences. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'à compétences égales, en tout cas en Belgique, à compétences égales, CV similaire, une personne blanche avec un nom à consonance belge et une personne racisée qui a un nom à consonance turque, marocaine ou ghanéenne, l'université de Gand a démontré qu'il avait 30% de chances en moins d'être invité à un entretien d'embauche. Donc on voit bien que c'est pas une question de compétences, c'est aussi des biais qui peuvent être inconscients. Il y a plusieurs recherches en psychologie sociale qui ont prouvé qu'on avait des biais inconscients qui faisaient que, par exemple, dans le cadre d'un entretien d'embauche, le recruteur va peut-être avoir plus de sympathie pour un candidat dans lequel il se voit, un candidat qui correspond plus ou moins à sa culture. Donc, il y a aussi tous ces phénomènes-là qui sont inconscients, qui rentrent en jeu. Et c'est aussi toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec une culture dominante qui favorise la blanchité et qui discrimine les groupes racisés. Ça aussi, ça peut créer des biais qui empêchent du coup d'accéder à certaines ressources et qui normalisent en fait complètement le fait qu'il y a un groupe qui est majoritaire et qui garde le pouvoir et qui n'arrive pas à avoir ce pouvoir pour ce qu'il est, quoi. Oui, et ce qui est terrifiant d'ailleurs sur cette question des privilèges, c'est que le sociologue Félicien Faury a notamment montré en fait la dimension raciste aussi du vote pour le Rassemblement national en France, et c'est quand même une dimension qui est liée justement à cette idée de je ne veux pas perdre un certain statut social, et j'ai l'impression que les personnes immigrées, donc souvent non blanches, vont me prendre mon statut. Donc il y a quand même un peu pour en tout cas les personnes qui peuvent être précaires ou dans des situations classe populaire, etc., de se dire, en fait, je ne veux pas qu'une personne prenne le peu de privilèges que moi j'ai, en fait, sans reconnaître que ce sont justement un peu des privilèges. Oui, et c'est ça qui est vraiment toute la mécanique du racisme fonctionne super bien avec le capitalisme. En fait, les deux sont inextricablement liés. Il y a des personnes qui parlent de capitalisme racial, c'est notamment le cas d'Angela Davis. J'aborde de manière très 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 brève ce concept dans le livre, donc je vais pas plus m'étendre, mais ça montre bien en fait que les personnes qui ont les moyens de production, qui ont le capital, arrivent très bien à manier, on va dire, ces craintes et ces peurs que les populations plus précaires blanches peuvent avoir. Et c'est toute la victoire de Donald Trump aussi. Donc, c'est très utile d'utiliser le racisme pour diviser des personnes qui ont en fait des intérêts communs et, on va dire, un ennemi commun. C'est très utile de jouer sur ces affects-là de la blanchité. Et justement, là, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on est vraiment en train de renforcer de manière très insidieuse cette blanchité par plusieurs discours, en transformant même, par exemple, le fait, je pense notamment à des collectifs féministes nationalistes, je sais pas si on dit ça comme ça, fémonationalistes, enfin bref, notamment en France, qui utilisent justement le fait de protéger les femmes françaises de l'immigration. Donc là, en fait, on rentre même dans... Oui, donc c'est notamment le cas du collectif Némésis. Oui, voilà, on rentre même dans des discours qui font passer l'exclusion comme étant une vertu morale. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est super inquiétant, parce que les personnes vont être attirées par des sentiments de protection, c'est tout à fait humain, et donc, comme ça, manipuler les chiffres, créer un bouc émissaire et un ennemi qui est immigré, mais pas n'importe lequel immigré, on parle bien de l'immigration racisée qui est visée par ce type de collectif, on crée justement un affect pour la suprématie blanche qui passe justement sous couvert de protection de la nation. Et c'est ça en fait qui est très dangereux aujourd'hui avec l'évolution du racisme comme il est maintenant, quoi. Oui, avec le capitalisme poussé à outrance et l'extrême droite aussi, qui est un peu le dernier avatar en quelque sorte du néolibéralisme. Votre deuxième chapitre, il s'intitule « La race existe » et vous écrivez « On n'aime pas aborder le sujet des races car depuis que la génétique a prouvé que le concept de race génétique était un non-sens, nous savons que les races humaines n'existent pas. Mais vous le dites, il est naïf de penser qu'expulser la notion de race suffirait à supprimer le racisme. » Alors justement, je sais qu'il y a des débats aussi autour de ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que pour vous, il faut continuer à parler de race et en quels termes ? Alors, il faut continuer à parler de race, mais dans un terme bien défini. C'est-à-dire de vraiment parler de construction et de rapports sociaux. Du coup, moi, j'utilise le terme de race. Au singulier, je parle de la race sociale comme étant un construit. C'est-à-dire que c'est aussi balayer l'idée que l'idée de race et le racisme serait quelque chose d'inhérent. Comme si l'être humain serait né avec cette idée de hiérarchisation et de catégorisation des groupes humains en fonction de caractéristiques
caractéristiques super arbitraires, parce qu'on parle de la couleur de peau, mais ça aurait pu être les cheveux, la couleur des yeux, enfin ça aurait pu être tout. Mais du coup, oui, il faut parler de race parce que tant qu'il y aura encore des discriminations et des inégalités structurelles à tous les endroits de la société, il faudra continuer à parler des personnes qui en sont victimes et des personnes qui en tirent avantage. Et qu'on ne peut pas traiter un problème si on ne nomme pas ces faits sociaux-là. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut parler de la race n'importe comment, moi, je balise toujours bien en disant que je parle bien d'une construction sociale, pas d'un fait biologique. Je pense qu'il est quand même important qu'on continue de bien définir le cadre dans lequel on aborde ces questions, mais on ne peut pas dépasser cette construction, on ne peut pas dépasser cette idéologie ni cette idée si on refuse de l'affronter. Là, on a essayé en tant que société, on va dire que les personnes, les politiques, etc., ont voulu expulser cette notion comme si ça allait effacer en un coup le racisme. Et du coup, aujourd'hui, on entend des personnes dire moi, je ne vois pas les couleurs, c'est raciste de parler de race, etc. Alors qu'en fait, ce qui est raciste, c'est de discriminer les personnes en fonction de ça. Ce que nos États font, en fait. Ce que les personnes continuent à faire en tant que société. Et même les personnes qui se disent non racistes, voire antiracistes. Donc, en fait, il est important d'avoir des termes pour savoir visibiliser le problème. Et encore une fois, c'est pas le fait de nommer les catégorisations, c'est-à-dire de nommer le groupe blanc, noir, arabe, juif ou asiatique qui pose problème. Le problème, c'est de considérer ces groupes-là comme étant des groupes inférieurs et de vouloir les discriminer en fonction de cette histoire-là. Donc, parler de race, c'est super important parce que tant qu'on butera sur ces questions plutôt de positionnement moral par rapport à la notion, on n'avancera pas sur des discriminations qui, elles, tuent réellement des personnes racisées. Oui, ce que vous dites, c'est que justement, la race, elle existe, mais elle n'est pas biologique, elle est sociale, et que c'est par les interactions sociales que la race est créée, et que certains groupes d'individus vont être considérés de telle ou telle manière, et en fait, ne pas avoir la même expérience sociale que les autres, en fait. Oui, complètement. Et surtout, la race, pour expliquer que c'est bien un construit social, c'est que, par exemple, le groupe blanc, les personnes qui sont aujourd'hui perçues comme blanches, il y a des groupes d'immigrés européens, quand ils sont arrivés aux États-Unis au début du 19e siècle, n'étaient pas spécialement perçus comme blancs. Je pense aux Italiens, je pense aux Irlandais qui n'étaient pas perçus comme blancs, mais qui le sont devenus progressivement au cours de l'histoire. Aussi, par exemple, moi, je suis une femme métisse, je suis perçue, on va dire à Bruxelles ou à Paris ou en France ou en Belgique comme étant une femme métisse, mais par contre, si je vais aux États-Unis, je vais directement être catégorisée comme étant une femme noire. Et on va utiliser des termes différents pour parler de ma racisation. Si je vais dans les Antilles, on va pas spécialement utiliser le terme métisse, on peut parfois encore utiliser le terme mulâtre. Donc ça montre bien que c'est des caractéristiques qui varient en fonction des époques, en fonction des sociétés, et c'est relatif à la façon dont ils se sont construits avec l'histoire du colonialisme. Donc oui, la race n'existe pas en termes biologiques, mais comme tu l'as dit, en fait, elle existe par les interactions sociales. C'est le regard des autres et le regard de la société qui fait exister la race. Oui, c'est pour ça que vous parlez de personnes dites racisées. Oui, dites racisées, oui. Marine Le Pen, lors d'une interview sur LCI en janvier 2025, a dit « Ce qui est raciste, c'est en réalité de juger les gens en fonction de la couleur de leur peau. » 4 ans plus tôt, Jordan Bardella, dans une émission sur France Info, expliquait que ceux qui se prétendent en tout cas aujourd'hui antiracistes dans notre pays et qui sont les fers de lance du combat antiracisme dans notre pays sont en réalité les véritables racistes. Vous avez déjà un peu parlé, mais c'est une inversion du discours, une inversion sémantique que l'on entend très souvent. Est-ce que vous pouvez expliquer quels sont les ressorts justement derrière cette inversion sémantique? À quoi elle sert? Ça sert à faire diversion, tout simplement. Parce que cette inversion sémantique, elle arrive à un moment vraiment bien précis. En fait, il y a eu le mouvement Black Lives Matter avec George Floyd, et directement après, il y a eu un backlash contre les revendications antiracistes. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que ce type de discours a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. On entend aussi également ce type de discours quand des personnes racisées veulent se retrouver dans des espaces en non-mixité racisée, c'est-à-dire sans personnes blanches, pour aborder les questions de racisme. Le vrai souci avec cette inversion, c'est que ça met les victimes du racisme dans le rôle des coupables. C'est-à-dire que c'est les personnes racisées qui essayent de parler de leur vécu, de trouver des stratégies pour s'en défaire, qui deviennent les responsables d'un pseudo-racisme anti-blanc. Et encore une fois, c'est là aussi toutes les limites de l'idée. Alors là, c'était pas vraiment dans le sens de racisme anti-blanc que c'était dit, c'était de dire, en fait, il faut pas parler des couleurs de peau, il faut pas parler de race, parce que c'est raciste de le faire. Mais le sous-texte, c'est pourquoi ces groupes d'extrême droite le font, parce que souvent, on parle de la question du privilège blanc, de la blanchité, des discriminations raciales,
raciales et qui veulent nous empêcher de le faire. Donc c'est encore dans ces dynamiques-là d'inversion. Et d'ailleurs, c'est des partis qui maintiennent et qui défendent l'idée d'un racisme anti-blanc dans la société française. Oui. Donc c'est vraiment relié en fait. Et ça nous empêche, en tout cas nous, de pouvoir avancer plus sur ces questions parce qu'on passe du temps à devoir réexpliquer c'est quoi le racisme. Aussi, je pense que le mécanisme qui maintient ce type de prise de parole qui sont reliées à l'idéologie colorblind, c'est une idéologie qui prétend que pour arriver à la libération du racisme, arriver à défaire le racisme, qu'il faudrait plus juger les personnes en fonction de leur couleur de peau et du coup évincer tous les termes qui permettraient de catégoriser les personnes ou de les représenter d'une telle façon. Mais cette idéologie, en fait, elle atteint des vraies limites parce que les personnes qui essayent de lutter contre les discriminations racistes que cette idéologie dit vouloir annihiler, en fait, le fait qu'elles utilisent un certain vocabulaire va directement les disqualifier des discussions. En fait, le fait de parler de la racisation nous rend, nous, coupables d'une forme de racisme et dans ces regards-là, mais en fait, ça nous empêche surtout de pouvoir avancer, d'avoir des conversations difficiles sur la question du privilège blanc. Je pense qu'on entend de plus en plus ces arguments-là revenir parce que en filigrane ça nous permet de ne pas aborder la question de la domination blanche dans notre société. Et vous l'avez dit d'ailleurs dans le débat public, des conversations d'ailleurs qu'on peut avoir parfois autour de soi, mais dans les discours de responsables politiques de droite ou d'extrême droite, on entend de plus en plus ce terme de racisme anti-blanc. J'aimerais justement, donc j'en profite pour qu'on en fasse une clarification, pour bien expliquer pourquoi justement le racisme anti-blanc n'existe pas et est un non-sens pour les sciences sociales. Et qu'est-ce que raconte cette obsession avec ce terme? Parce qu'on peut entendre par exemple Marie-Maréchal Le Pen qui dit voilà, moi je suis la défenseuse face au racisme anti-blanc, etc. Alors, la question du racisme anti-blanc, elle vient déjà d'une confusion. La plupart des personnes ont été confrontées à une seule définition du racisme. C'est-à-dire, le racisme, c'est le fait de hiérarchiser les individus en fonction de leur prétendue race, de leur couleur de peau, de leur ethnicité, et d'avoir des actes de discrimination, de violence et de haine envers un groupe de personnes en raison de ces identités raciales-là. Alors, ça, c'est qu'une seule des dimensions du racisme, qui est certes la plus visible et qui est la plus condamnable dans une société qui se prétend égalitaire. Donc, logiquement, les personnes vont avoir l'impression que le racisme anti-blanc existe parce que peut-être qu'une fois, elles se seraient fait insulter ou qu'elles auraient vécu une interaction négative ou elles auraient subi des brimades ou même parfois des agressions. Alors bien que ça soit déplorable et que je me mets oui, et souvent ça peut être des agressions où on va leur dire sale blanc ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et que même si c'est déplorable et qu'il faudrait qu'il n'y ait plus du tout ce type de comportement dans notre société et que je me mets en solidarité avec des personnes qui auraient pu subir ce type d'agression, ça reste une expérience individuelle qui concerne la personne et l'agresseur. Ce n'est pas une expérience de masse. C'est-à-dire que même si la personne a subi cette insulte-là, ça ne lui retire pas ses privilèges. C'est-à-dire que si une jeune femme blanche se fait insulter de sale blanche, par exemple, ça ne va pas l'empêcher plus tard, en raison de son identité blanche, d'avoir accès à un logement, d'avoir accès à des meilleurs soins de santé qu'une femme racisée, d'avoir accès à un travail où elle pourra briller avec toutes ses compétences. Elle n'aura pas également apporté le poids historique de la colonisation et de l'esclavage dans toutes les interactions de sa vie quotidienne, et ce, de manière négative. Donc, en fait, la question du racisme anti-blanc, elle est arrivée encore une fois quand il y avait des demandes pour plus d'égalité, pour plus d'équité, pour des réparations. En fait, ça arrive toujours à des moments bien précis et c'est toujours un des rouages du backlash. Donc, en fait, le racisme anti-blanc est utilisé pour justement masquer les vrais rouages de la domination raciste, et c'est complètement aberrant comme concept, et c'est pas moi qui le dis, c'est les sciences sociales. Je pense totalement à Éric Fassin qui en parle et qui explique bien dans le contexte français que parler de racisme anti-blanc n'a aucun sens, et c'est d'autant plus effrayant quand je vois certaines figures à gauche, que ce soit en Belgique ou en France, qui maintiennent l'idée d'un racisme anti-blanc, et ça montre bien en fait le manque crucial d'éducation à l'antiracisme dans notre société. Le fait qu'on ne nous apprend pas à voir le racisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un système de domination et pas seulement des comportements entre individus. Le racisme, c'est bien plus complexe que ça. C'est une histoire qui est bien précise, qui a des rouages bien précis et qui ne peut pas se résumer seulement à une insulte ou une agression aussi déplorable soit-elle. Donc,
ce que je dirais pour le racisme anti-blanc, le racisme, ce n'est pas seulement une interaction négative sur base de votre identité raciale, c'est un système qui vous enferme à chaque étape de votre vie. Donc, parler de racisme anti-blanc aussi, cette question revient souvent et je le comprends, mais à chaque fois, je me dis, mais le temps que j'ai mis à aborder cette question, que ça soit dans les médias, dans mes formations, à prendre le temps de le faire, et c'est important, il faut continuer à le faire, mais je me demande quand même quel temps j'aurais pu gagner en allant plus loin dans certains sujets. Parce que ça, c'est vraiment la technique de l'extrême droite. Le fait qu'on doit clarifier chacune des attaques sémantiques qu'ils font sur le mouvement antiraciste. Et ça nous fait perdre vraiment un temps assez monstrueux. Oui, et ça dénote d'une volonté de l'extrême droite d'imposer une narration. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est que c'est un terme qu'on n'entend pas simplement dans les médias. C'est-à-dire qu'on l'entend. Enfin, la raison pour laquelle je vous posais la question, c'est parce que on l'entend aussi beaucoup dans des discours en société, en fait. Et ça atteint plein de personnes qui, parfois, sont pas forcément complètement que de mauvaise foi et qui peuvent tenir ce genre de discours parce qu'elles ont été abreuvées aussi par ces discours médiatiques. Donc, je trouvais juste ça important de faire une clarification, mais vous avez raison. Si je peux me permettre aussi, ce qui est assez aberrant, c'est que cette idée de racisme anti-blanc, en fait, il fonctionne toujours comme un bouclier pour renverser les interrogations qu'on peut avoir sur sa position majoritaire au sein du système et sur sa racialité. C'est-à-dire que ce qui est assez aberrant, et je suis désolée, j'en souris, c'est que la plupart des personnes qui défendent l'existence d'un racisme anti-blanc ne supportent pas qu'on les rattache à une certaine blanchité ou à des privilèges. Donc on va dire non, les privilèges blancs n'existent pas, mais attention, le racisme anti-blanc existe. Non, la blanchité n'existe pas, mais le racisme anti-blanc existe. Donc on voit bien ici l'énorme confusion, et pour moi, toutes ces confusions servent juste à mettre à distance les questions de racisme pour ne pas se sentir concerné et ne pas agir, du coup. Oui, et silencier aussi, justement, toutes les personnes qui sont réellement victimes de racisme. Le racisme, c'est aussi une histoire. Vous le rappelez dans votre livre, comment, justement, l'idéologie raciste a justifié l'extermination de 56 millions d'autochtones aux États-Unis durant les 100 premières années de la colonisation de l'Amérique, donc entre l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes en 1992 et l'année 1600. Mais le racisme, ce sont aussi les 15 millions de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont été victimes de la traite transatlantique, le régime de l'apartheid. Et face à ces atrocités de l'histoire, en fait, il y a certaines personnes qui peuvent se dire que, par comparaison, il n'y a plus vraiment de racisme aujourd'hui. Et vous l'écrivez, l'idéologie raciste, bercée par plus de 4 siècles d'impérialisme, de colonisation, d'esclavage et de pseudo-science, a créé un solide socle de valeurs justifiant l'infériorité des personnes non blanches. Et vous le dites, la suprématie blanche est aujourd'hui beaucoup plus insidieuse. Justement, en quoi est-ce qu'elle est beaucoup plus insidieuse aujourd'hui, cette suprématie blanche ? Alors, avec le retour au pouvoir de Donald Trump, on peut se poser la question. Alors, j'ai commencé à écrire ce livre il y a 2 ans. L'idée, elle a vraiment germé, on va dire, vers 2021-2022. C'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Et du coup, même si je pressentais, on va dire, le backlash et la montée de l'extrême droite, parce que travaillant sur les réseaux sociaux, je suis quand même assez fort exposée au cyberharcèlement. J'imagine que c'est des choses qu'on comprend, que beaucoup de personnes traversent aujourd'hui quand elles s'engagent dans ces questions-là. Mais du coup, on va dire que j'avais déjà pressenti le fait qu'on ait autant parlé des questions systémiques du racisme, etc., qu'on allait avoir un retour de bâton qui allait être violent. Mais je pense qu'il est quand même important de recentrer. Alors, la suprématie blanche, quand on en parle, la plupart des personnes ont des images très précises, très caricaturales en tête. Ce sont des néo-nazis, ce sont des personnes qui défendent, qui sont du Ku Klux Klan ou qui défendent une forme de pureté raciale blanche, donc des groupuscules terroristes la plupart du temps. Et de ce fait-là, les personnes ont du mal à se sentir connectées, on va dire, à ce système. Mais en réalité, la suprématie blanche, pour moi, est un synonyme de racisme systémique. C'est-à-dire que le racisme systémique, si on l'observe comme étant la somme d'une myriade de discriminations qui se renforcent les unes les autres, moi, je préfère les voir sous un autre angle. C'est-à-dire comment le système de la suprématie blanche arrive, avec plusieurs rouages, à maintenir la position majoritaire et dominante des personnes blanches et leur fait donc vivre l'expérience de la domination raciale. Donc je dirais que la suprématie blanche, c'est un système qui maintient les ressources, l'accès au pouvoir des personnes perçues comme blanches, et ça à tous les niveaux de la société, que ça soit au travers des médias, au travers de l'éducation, dans la représentation en politique, etc. Donc la suprématie blanche est un synonyme de racisme systémique. En fait, ça nous permet, encore une fois, et j'insiste, de renverser le regard avec lequel on observe le racisme habituellement, ou en tout cas de l'ouvrir pour avoir une vue un peu plus étendue du phénomène. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois ici, quand je parle de racisme et de privilège blanc, ça ne veut pas dire que la plupart des personnes adhèrent à l'idéologie raciste qui a causé toutes ces atrocités que tu as citées. C'est pas ce que je dis. La plupart des personnes dans notre société
bénéficient de la suprématie blanche sans même en luttant parfois contre les inégalités sociales. C'est-à-dire que les privilèges blancs, c'est quelque chose qui est conféré par la société sans que les personnes adhèrent spécifiquement au fait d'y avoir accès dans un premier temps. Donc parler de suprématie blanche, c'est juste réfléchir à la condition globale des personnes perçues comme blanches dans une société, de réfléchir à comment elles font l'expérience de la domination raciale, qu'elles adhèrent oui ou non à cette position majoritaire. Et comme exemple que je donne sur la suprématie blanche, on va dire, qui est moins explicite, je parle d'une école secondaire en Belgique, à Charleroi, qui, dans son règlement d'ordre intérieur, avait spécifiquement interdit les coiffures de type rasta et tresse aux jeunes garçons qu'on comprend noirs. Ces coiffures-là sont des coiffures qui reflètent vraiment l'identité des personnes afrodescendantes. À savoir que les cheveux des personnes afrodescendantes n'ont jamais cessé de faire débat dans les sociétés coloniales. Encore aujourd'hui, j'ai parfois cette charge raciale de me demander, quand je vais aller dans tel ou tel espace, comment je vais devoir coiffer mes cheveux, parce que je sais que les interactions que je vais avoir, que ça soit au niveau administratif ou dans d'autres espaces un peu plus institutionnels, peut varier en fonction de ma coiffure. Et donc, dans cette école, il y avait ces règlements qui excluaient les coiffures de type afro, quoi. Et donc, une personne pourrait se dire « Oh, mais de toute façon, il suffit de changer de coiffure. C'est quelque chose d'assez artificiel, etc. » Mais en réalité, ce que l'école fait, c'est qu'elle maintient des normes esthétiques suprémacistes blanches, car ce sont des coiffures spécifiquement marquées comme noires qui sont exclues. Et donc, sous couvert d'une pseudo-neutralité, ce qui définit en fait le côté insidieux de la suprématie blanche, un espèce d'échelon normatif qui ne dit pas sa couleur, on se permet d'exclure et de marginaliser des personnes qui n'appartiennent pas à cette norme majoritaire. Et c'est comme ça que fonctionne la suprématie blanche aujourd'hui. Mais à la différence du moment où j'ai écrit ce chapitre, je n'avais pas vu les bouleversements sociaux qu'on avait. J'avais vu une montée de l'extrême droite qui était inquiétante. J'avais vu le backlash, que ça soit en politique, notamment en Belgique, avec des reculs déjà il y a 1 an ou 2 sur des rapports pour la décolonisation qui ont été quasiment abandonnés en raison des partis de droite. Donc je le sentais. Mais arriver à un tel état où les gens sont si décomplexés d'assumer leur allégeance à la suprématie blanche, c'est quelque chose que j'aurais pas pu imaginer de cette ampleur-là, en étant tout à fait honnête. Et d'ailleurs, puisque vous parliez aussi des écoles, on peut quand même préciser que en France, les chiffres, par exemple, que je viens de donner liés à l'histoire coloniale européenne sont très peu étudiés. En fait, on n'étudie pas réellement la colonisation et surtout ses effets. On l'étudie simplement en termes d'empires qui deviennent de plus en plus grands, sans jamais parler en fait de la traite d'esclaves, des humains en fait qui sont pris dans ces entreprises de colonisation. Je voulais juste le préciser. Vous expliquez aussi qu'il est important de ne plus considérer le racisme comme une insulte, mais plutôt que comme un qualificatif désignant des comportements nocifs. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a peu de personnes ou de responsables politiques qui se disent ouvertement racistes, mais on peut souvent entendre « je ne suis pas raciste, mais » ou « je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir », pour citer celui qui est le plus connu en quelque sorte, ou le plus caricatural, et en même temps pas tant que ça. Et pourtant, le racisme est partout. Est-ce que, justement, vous pouvez détailler ici les différentes formes de racisme auxquelles on ne prête pas toujours attention, parce que y a aussi bien du racisme intériorisé que du racisme interpersonnel, que du racisme institutionnel, structurel. Si vous pouvez juste donner quelques exemples pour qu'on se rende compte un peu, avant de rentrer dans l'actualité, de toutes les formes que peuvent prendre ce racisme-là. Alors j'aimerais revenir sur le terme raciste doit être vu comme un adjectif. En fait, le terme de racisme a été très fort connoté, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a vraiment la perception du racisme comme étant le fait d'être très malveillant, le mal absolu. On a directement l'image d'Hitler, du Ku Klux Klan, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes mettent complètement à distance ce fait-là, ce comportement que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, en disant que c'est le fait de personnes extrêmement malveillantes. C'est-à-dire que souvent, même quand dans leur entourage, une personne tient des propos racistes, etc., elles vont toujours essayer de chercher un peu l'intention cachée derrière l'offense ou les propos tenus, ce qui nous empêche d'avancer. Donc, tant que les gens continueront à percevoir le racisme comme un fait moral, comme un fait qui détermine vraiment la moralité, la vertu d'une personne, on ne va pas vraiment avancer. Parce que nous sommes tous les produits d'une histoire, nous sommes tous façonnés par cette histoire, on s'est construit avec, on baigne encore dans cette culture-là, et on est tous imprégnés de biais. Il n'y a pas une personne dans une société occidentale, qu'elle soit blanche ou racisée,
évidemment à différents degrés, qui n'a pas des stéréotypes racistes. Car on est abreuvé de ces stéréotypes-là. Ça vient d'un post d'une formatrice belge qui s'appelle Bethel Mabil, qui avait fait un post qui expliquait bien que on doit pouvoir nommer les faits de racisme quand ils sont portés dans notre entourage ou autre, sans directement rentrer dans un conflit de questions morales, en fait. C'est un adjectif qui détermine des comportements. Et c'était très important de le dire aussi dans le livre, parce que ça nous permet d'avancer vers la question du comment nous sommes devenus racistes, donc en raison de l'histoire, en raison de politiques qui ont façonné nos rapports sociaux. Et donc, le racisme a, oui, plusieurs dimensions. Moi, j'aime bien les voir comme des mécanismes, et j'imagine toujours des mécanismes qui enferment les individus racisés. Et pour montrer comment ces rouages, en fait, sont imbriqués les uns aux autres, là, on n'a pas plutôt parlé du volet historique. Donc, on a une base historique, des racines très profondes qui continuent d'avoir des ramifications dans nos représentations, dans notre langage, typiquement dans les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir, mais pas seulement les préjugés conscients, mais également les préjugés inconscients. Par exemple, le fait d'avoir peur quand on va à l'aéroport et qu'on voit un groupe d'hommes maghrébins. D'où vient cette peur, etc. C'est des préjugés inconscients. Donc, il y a une partie individuelle et intériorisée du racisme. Et interindividuelle, c'est-à-dire les rapports difficiles entre individus sur base du racisme. Mais tout ça n'aurait pas autant de poids si c'était pas soutenu par des institutions qui, dans leur fonctionnement, même si elles ne le disent pas de manière explicite, dans leur fonctionnement, maintiennent des barrières et créent des inégalités. Typiquement, on a parlé de l'hôpital, mais l'hôpital, c'est un des meilleurs exemples parce que on est dans une institution publique. Où, normalement, tout le monde est soigné de la même façon. Il ne doit pas y avoir d'inégalité dans l'accès aux soins. C'est comme ça que nos institutions médicales devraient fonctionner. Mais pourtant, dans le cadre dans certaines écoles de médecine, ou même pendant que des praticiens ou des jeunes médecins font leur stage, on va les initier à la question du syndrome méditerranéen. Qu'est-ce que le syndrome méditerranéen ? C'est une fausse croyance au sein du milieu médical, une fausse croyance raciste qui stéréotype les personnes noires, arabes, comme si elles exagéraient leurs symptômes. Évidemment, ça arrive à des cas extrêmes, comme des personnes qui perdent la vie parce qu'on ne prend pas en considération leur douleur. Ça montre bien qu'au sein d'institutions, il y a des règles tacites, des enseignements qui passent. Et ces enseignements-là, moi, j'ai mis un témoignage dans le livre, c'était directement dans une salle de cours où un prof a dit « Vous devez juste savoir que ça existe, mais ne le notez pas, il n'y aura pas de question à l'examen. » Donc, on voit qu'il y a un enseignement raciste tacite ou directement, pendant un stage, un supérieur qui pointe une femme noire qui est en douleur sur une chaise et qui dit tu vois, elle, c'est du syndrome méditerranéen. Donc, quand on parle de racisme institutionnel, c'est comment les institutions, dans leur sein, dans leur fonctionnement routinier, arrivent à intégrer des pratiques discriminatoires. Et ensuite, là, on est plus sur tout ce qui relève des institutions, de la façon dont les lois et les règles sont faites. Et ensuite, on a les effets directement de ces discriminations qui sont qu'on appelle racisme structurel ou systémique, c'est-à-dire l'ossature de notre société, l'organisation de notre société, chaque étape de notre vie peut être marquée par des discriminations structurelles. Donc, les plus classiques dont on parle souvent, c'est les inégalités d'accès à l'emploi. À savoir qu'en Belgique, ça représente 30% des dossiers qui sont ouverts pour discrimination à l'emploi. Et les critères raciaux comme étant une base de discrimination sont les plus élevés en termes de signalement à UNIA. En France aussi, on est sur des chiffres qui sont quasiment similaires. Au niveau européen, on est des chiffres qui sont quasiment similaires dans toute l'Europe pour ce qui est de l'exclusion des personnes noires au niveau du logement. Et donc, en fait, quand on analyse bien cette base historique qui façonne les discriminations et l'accès aux ressources, qui façonne nos comportements intériorisés, individuels, qui se reproduit dans nos institutions, fait que ça crée une trame de discrimination qui enferme les individus dans un système d'oppression. Évidemment, il n'y a pas que le racisme qui fonctionne sur ces mêmes bases. Si on regarde, par exemple, la question du sexisme et de la misogynie que subissent les femmes, on a également les mêmes bases. Une base historique, des stéréotypes intériorisés et une base interindividuelle, des bases institutionnelles qui rendent les femmes beaucoup plus vulnérables, que ce soit au niveau du droit, quand elles témoignent de faits de violence qu'elles subissent ou autres, et également des discriminations structurelles qui font qu'elles ne sont pas payées pour le même salaire qu'un homme pour le même poste. Donc, ces discriminations-là fonctionnent comme une mécanique, et c'est vraiment ça que j'ai essayé de montrer, le côté systématisé, comment chacun de ces engrenages se renforce les uns aux autres, parce qu'on peut très bien relier l'histoire coloniale avec le racisme institutionnel, comme on peut relier l'histoire coloniale avec les biais qu'on porte, et comme on peut le relier au fait qu'on empêche encore des personnes racisées d'avoir un accès apaisé au logement. Et on peut faire ça avec toutes les formes de racisme, elles se renforcent les unes aux autres.
Alors justement, le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme fait état d'une année 2023 qui a été marquée par une très forte augmentation des actes racistes en France, plus 32%, et une explosion des actes antisémites, plus 284%. Elle précise, dans un contexte de défiance vis-à-vis de l'autre et de la diffusion d'un discours haineux dans certaines sphères politiques et médiatiques, où la figure de l'immigré est rendue responsable des maux de la société. On peut aussi évoquer à quel point la parole raciste s'est libérée depuis le 9 juin et les élections européenne. Il y a plusieurs journalistes qui en ont témoigné, dont Karim Rissouli, le présentateur de C'est ce soir, qui a reçu pour la première fois des lettres de menaces à son domicile, ou encore Mohamed Bouafsi, mais aussi beaucoup de citoyens, de militants politiques qui ont subi des insultes racistes. On pense notamment à la vidéo virale de Divine Kinkela, une aide-soignante noire qui est harcelée par ses voisins racistes et militants du RN. Tu viens ici, là. On t'a invité? Non. Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Comment est-ce que vous analysez tout ça, tout ce qui est en train de se passer là depuis quelques mois? D'après vos analyses, est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment significativement plus de racisme, ou est-ce que c'est simplement que ce racisme il est devenu plus vocal, plus décomplexé, plus visible en fait? Moi, je pense que le racisme ne se renouvelle pas. Je pense qu'il évolue et qu'il s'adapte en fonction des époques. Parce que quand on regarde par exemple l'abolition des Africains américains, l'abolition de l'esclavage, au moment où c'est arrivé, où il y a eu cette fenêtre de liberté qui s'est ouverte. Bon, fenêtre de liberté, voilà, c'est un peu caricatural, parce que dans les faits, c'était beaucoup plus complexe que ça, hein, mais quand le système esclavagiste a été démantelé à la naissance des États-Unis, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de violences racistes qui ont augmenté. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un effet un peu de sidération auprès de la population blanche, mais qui s'est très vite transformé en une machine à inférioriser et à bloquer l'accès aux ressources et donc aux privilèges des personnes noires. C'est-à-dire qu'elles ont subi des lynchages de masse pas longtemps après l'abolition. On parle dans les premières années de plus de 10 000 lynchages. On peut aussi parler du fait que, au même moment, les personnes noires étaient réduites à des objets de mépris dans les minstrel shows avec le blackface. Donc il y a vraiment toute une trame de violence et un backlash qui s'est fait à cette période-là, à partir du moment où ils ont obtenu l'abolition. Donc pour faire un parallèle, je pense qu'à chaque fois que les personnes racisées, que les personnes noires vont arriver à faire entendre leur voix dans ces questions progressistes-là, il y aura un retour et un backlash qui va être violent. Et je pense que ce backlash qu'on observe montre bien les avancées qu'on a quand même réussi à avoir. Je pense qu'il est important qu'on puisse garder en tête la victoire que ça a été, malgré l'horreur qu'a été l'année 2020 en termes de violence policière. On a quand même avancé sur beaucoup de points. On a su imposer notre narratif. On a su parler des questions de privilèges, de racisme systémique. Et du coup, je pense que ce qui se passe là maintenant, c'est un profond backlash. Et c'est un backlash dont j'ai parlé au Conseil de l'Europe quand j'avais été invitée au Forum mondial de la démocratie. Et déjà, à ce moment-là, j'étais assez inquiète de la situation, car ce backlash-là, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu assez de soutien. Au moment où la lutte antiraciste était vraiment mise en avant, c'était plus facile de parler de cette question-là, mais que dès que l'effet de mode s'est un peu essoufflé, j'ai quand même ressenti qu'on avait beaucoup moins de soutien. Et c'est pas faute d'avoir sonné la sonnette d'alarme plusieurs fois, mais malheureusement, s'il y a un backlash qui a vraiment été reconnu, à mon sens, c'était le backlash MeToo, mais qui n'a pas été vu dans son étendue. On n'a pas pensé intersectionnalité, on n'a pas pensé, je trouve, à mieux soutenir la lutte antiraciste au moment où elle en avait besoin. Et du coup, ce manque de solidarité, on va dire, c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas pu pouvoir avancer avec les entraves qui ont été placées. Donc, ce qui est en train de se passer ici, c'est aussi un sursaut pour se dire qu'il faut absolument qu'on puisse rester en solidarité de manière constante, pas seulement quand il y a un fait social marquant. Vraiment essayer d'avoir une forme de discipline pour rester dans une constance, parce que ce qui est constant, c'est bien la suprématie blanche. Le racisme systémique, c'est un système qui s'auto-entretient tout le temps, et qu'il s'auto-entretient notamment en nous épuisant. Et quand on est dans ces phases d'épuisement et que les militants antiracistes se retrouvent un peu dos au mur et qu'il y a moins de caisses de résonance, c'est là qu'on peut arriver à ce type de cas désastreux comme on a là maintenant.
Oui, et ce qui est compliqué d'ailleurs, c'est que quand justement ce sont ces thématiques-là ou des débats sur le grand remplacement, le racisme anti-blanc, qui prennent de plus en plus de place sur les plateaux télé ou dans la conversation publique parfois, tout ceci aussi fait oublier le vécu en fait des personnes racisées. Vous avez parlé de George Floyd, ça a été vraiment un moment de bascule. Il y a plein de personnes qui sont incapables aujourd'hui même juste de revoir les images tellement elles sont juste traumatisantes. Et donc je voulais quand même parler avec vous de ce que vous appelez le traumatisme racial et justement ces conséquences invisibles sur la santé mentale dont on parle très peu quand justement on se fait imposer des narratifs en quelque sorte. Alors le traumatisme racial, c'est un sujet que je traite déjà depuis 2020. Quand j'ai travaillé dans une association antiraciste belge, j'avais écrit un papier dessus et en fait, pas beaucoup de personnes connaissaient ce terme. Donc le traumatisme racial, en fait, c'est un peu un synonyme, pour expliquer de manière simple, d'un stress post-traumatique complexe, mais qui est causé par une exposition cumulative au racisme systémique ou à une exposition à un fait de racisme particulièrement marquant. Mais le plus souvent, le traumatisme racial apparaît à force de subir des micro-agressions, à force de devoir s'adapter à une société qui est profondément discriminante. Donc le traumatisme racial comme est un stress post-traumatique et comme tous les stress post-traumatiques, il influe sur l'hormone du stress, le cortisol, et on le sait, ce cortisol a des effets délétères et comorbides sur la santé, qu'elle soit psychique ou physique. Donc la plupart du temps, les personnes, quand elles ont un traumatisme racial, comme toutes les personnes traumatisées, elles ne vont pas réussir à bien comprendre l'événement, elles vont essayer de chercher du sens dans ce qui leur est arrivé, ne vont pas toujours avoir les mots pour vraiment parler de ce qui leur est arrivé, parce que ça, c'est vraiment la marque du traumatisme, c'est l'indicible. C'est difficile de mettre des mots sur un traumatisme. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des blackouts ou qui oublient aussi ce qui leur est arrivé et que ça peut revenir des années plus tard. Mais le traumatisme fonctionne toujours en arrière-fond dans la psyché de la personne. On cherche toujours à rétablir un équilibre et d'essayer de retrouver les pièces des données, de comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Et je vous avoue que c'est un sujet qui me touche particulièrement aujourd'hui. J'avais pas spécialement prévu d'en parler, mais en Belgique, il y a eu une violence policière début décembre d'un monsieur que j'ai aidé qui s'appelait Baudouin Pandikouzicou, qui a été débarqué d'un avion de Brussels Airlines parce qu'il ne portait pas ses chaussures. Nous, en tant que militants, on soupçonne, et je vais parler au conditionnel ici pour un peu me protéger, on soupçonne qu'il y ait eu une discrimination au niveau de Brussels Airlines. Ils ont appelé la police et la police l'a débarqué avec une extrême violence qui a laissé ce monsieur avec une fracture au doigt, un œil impacté et énormément de séquelles psychologiques. Je me suis fait casser le bras. Je ne peux pas voir très bien maintenant avec mon œil gauche. J'ai raté mon vol parce que j'étais pieds nus. Je m'appelle Baudouin Pandikouzicou. Je suis là parce que j'ai reçu une agression gratuite par la police au moment de l'entrée dans l'avion. Et il y a une hôtesse qui m'a demandé si je n'avais pas de chaussures. J'ai dit, je mets ma bouche dans le sac. C'est là qu'ils reviennent encore une deuxième fois. Il dit, le pilote a dit, vous allez sortir. Mais les gens qui étaient autour de moi, ils n'avaient pas de chaussures non plus. Donc on a accompagné ce monsieur pour qu'il puisse obtenir justice. Il a tenu bon, il était prêt à lutter, on avait trouvé une super bonne avocate pour l'accompagner. Mais malheureusement, il est décédé début février. Il est décédé environ 2 mois après l'agression policière, ce qui nous semble être une agression policière. Et là, on voit clairement les effets psychologiques du racisme. J'avais toujours confiance de la police. Donc ils ont mis quelque chose en moi, un peur en moi. Et depuis le 4, je ne peux même pas dormir. Je ferme pas l'œil. Ils m'ont traumatisé. Je ne crois pas si c'était un Belge ou un Français, on allait les traiter comme ça. Ça, c'est du racisme pur. Nous, on veut notre respect, c'est tout. Maintenant, je ne suis pas médecin, mais je vais parler de comment on peut interpréter ce qui lui est arrivé. On peut interpréter le fait qu'un homme qui était en parfaite santé puisse, en raison du stress engrangé, en raison du traumatisme engrangé, puisse avoir un épuisement physique global et mourir de manière soudaine à seulement 54 ans. Donc, quand on parle de traumatisme racial, on parle vraiment de l'impact du racisme systémique dans la vie des personnes. Maintenant, voilà, moi, c'est une supposition. Je ne suis ni médecin, ni psychiatre,
et encore moins avocate, mais je ne pourrais jamais reparler de cette thématique sans penser à Baudouin, car quand on lit la littérature aux États-Unis, on voit bien qu'il y a un lien entre le stress post-traumatique et des problèmes de santé physique. Donc le traumatisme racial, c'est vraiment comment le corps supporte, en tout cas essaye de supporter et commence à s'effriter en raison de l'exposition au racisme. Malheureusement, parler de l'impact psychologique du racisme, c'est très compliqué. C'est pas des recherches qui sont vraiment poussées, que ça soit en France ou en Belgique. Il y a quelques praticiens qui sont exceptionnels, qui travaillent sur ces questions, mais on manque vraiment de recherches scientifiques sur l'impact du racisme. Et c'est pour ça que tant qu'on peut encore faire des recherches comme on le fait aujourd'hui, que je pousse vraiment les psychologues, les praticiens à s'intéresser de fond sur l'impact du racisme sur la santé mentale. Alors justement, on ne peut pas parler de l'évolution du racisme sans évoquer les conséquences du retour de Trump à la Maison-Blanche. Donc on le sait, qui a annoncé l'expulsion massive de tout étranger en situation irrégulière. La Maison-Blanche a même posté mi-février une vidéo sur X ASMR de personnes expulsées et enchaînées. Le 30 janvier, Donald Trump a aussi signé un décret pour priver de financement les écoles qui ont des enseignements de sensibilisation au racisme. Je peux évidemment pas ici faire la liste de toutes les politiques racistes de Donald Trump, mais je voulais vous demander, comment est-ce que, justement, vous décryptez ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Est-ce que vous faites un lien avec ce qui se passe en Europe? Ou est-ce que, là, vous considérez que, justement, il y a un tel changement aussi par décret de la législation qu'il va être quand même très, très difficile de se remettre de ce retour de bâton-là, en quelque sorte, surtout sur les questions antiracistes qui sont centrales, en fait, aux États-Unis, quoi. Faudrait peut-être qu'on ressorte de cet état de sidération, parce que là, la technique que Donald Trump utilise, c'est le fait de nous submerger et de nous choquer avec des décrets de plus en plus violents. Et je pense que cette sidération-là, je l'espère, est peut-être signe de réflexion et de mise en place de stratégies antiracistes du côté américain. Ils ont quand même un long héritage, beaucoup de victoires, donc je préfère quand même rester optimiste et de me dire qu'ils ne peuvent pas avancer autant sans qu'il y ait une forme de résistance ou de radicalité antiraciste par la suite. Donc je garde quand même espoir en me disant que de toute façon, peut-être que ces décrets ne pourront pas tenir sur le long terme parce que c'est des changements structurels qui sont vraiment profonds. Donc, à voir si ça ne s'effondre pas sur lui-même. Maintenant, je suis loin d'être une spécialiste politique des États-Unis, mais ce que je vois, en fait, c'est plutôt au-delà des politiques de Trump qui sont des politiques fédérales. On connaît son idéologie, on connaît par qui il est conseillé et surtout son nouvel homme de main, Elon Musk, si c'est pas l'inverse, avec qui il est, les idées qu'il porte. Moi, ce qui m'inquiète plus, ce sont plutôt les entreprises privées qui ont fait un switch radical, que ça soit Zuckerberg pour Meta, que ça soit Google, Disney, qui se sont directement... McDonald's Ford, qui ont abandonné en fait leur politique pour la diversité, l'équité, l'inclusion au sein de leur entreprise. Oui, et en fait, c'est vraiment un phénomène que moi que beaucoup d'antiracistes avaient remarqué, c'est les questions d'antiracisme performatif. En fait, c'était très perturbant pour nous au début de voir tous ces carrés noirs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur Instagram, beaucoup de personnes postaient au moment de la mort de George Floyd, il y avait beaucoup de personnes en solidarité qui postaient juste un carré noir. Oui. Et du coup, avec le recul, on a trouvé que c'était vraiment purement performatif, c'est-à-dire que c'était une façon de montrer sa solidarité avec la lutte, mais sans vraiment prendre des risques ou faire des actions concrètes pour la lutte antiraciste. C'était une manière de se faire bien voir. Et en fait, ce qui est assez terrible et ce qui montre bien aussi un certain niveau de déshumanisation des personnes noires, c'est que la mort de George Floyd est devenue une espèce de mode sur les réseaux sociaux. Ce qu'il a, d'une certaine façon, même en essayant de montrer une forme de soutien, qui a participé un peu à une forme de déshumanisation. Il y a des Reels qui sont exhumés maintenant de 2020, qui sont absolument ahurissants, avec des personnes qui montrent une forme d'antiracisme, mais qui est purement pour faire des jolis posts sur Instagram ou pour faire un TikTok, etc. Et avec le recul, on se rend compte de l'absurde, en fait, et du côté artificiel.
Bon, là, c'est les individus. Surtout, je me souviens que j'avais déjà eu cette discussion dans une émission, mais il y a aussi toute la question qui se pose de montrer cette vidéo. Oui. Quand même, pour de la dignité, en fait, de George Floyd, qui meurt en direct, quoi. Oui. Mais ça participe aussi à déshumaniser les personnes noires. Et en fait, on est toujours dans cet écart, dans ce jeu d'équilibriste-là. Est-ce qu'il faut montrer les images pour qu'on se rende compte de l'ampleur de la violence raciste et des violences policières, ou est-ce qu'on doit juste les expliquer, pas les montrer? Moi, je pense que ces images doivent être diffusées, mais on doit prévenir l'audience. C'est-à-dire qu'on doit prévenir l'audience qu'il va y avoir des images extrêmement choquantes. Et en tout cas, essayer de flouter le plus possible. C'est des images qui nous ont tous, moi personnellement, qui m'ont traumatisée également. Je ne supporte même, dès que je vois qu'il la passe dans les médias, j'essaye de pas la regarder. Mais du coup, au-delà de ça, ce côté artificiel de l'alliance, en fait, a vraiment des effets délétères à partir du moment où c'est réintégré dans les politiques ou dans le secteur des entreprises. C'est-à-dire là, on a des entreprises comme Disney qui avaient quand même fait des grands pas en faveur de la diversité et de l'inclusion pour recontextualiser certaines œuvres qui avec des stéréotypes et des préjugés racistes, ou quand vous les regardez par exemple Peter Pan, il y avait tout un descriptif qui expliquait le côté dommageable et raciste des représentations des personnes autochtones. Mais aujourd'hui, il y a un changement politique, on va dire une bataille culturelle qui est quand même en train d'être gagnée par l'extrême droite et par tout le mouvement anti-woke, etc., qui font que les entreprises, par souci de rétribution, à mon avis, de question d'argent et de réputation, font des volte-face assez terribles, complètement à 360 degrés. Donc ça montre bien ici, et ça rejoint plutôt les antiracistes néo-abolitionnistes, le fait que est-ce qu'on peut vraiment continuer à vouloir construire une société antiraciste à partir des structures et des fonctionnements qui ont toujours été créés sur des bases racistes? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement chercher à construire d'autres structures qui auraient des bases plus saines? Parce que là, on voit bien le côté artificiel de toutes ces prises de position et de la facilité avec laquelle ils tentent d'éjecter les minorités. Et quand on parle de rejet de diversité et d'inclusion, il y a un thread qui a été assez populaire aux États-Unis où une activiste disait quand ils disent diversité et inclusion, en réalité, ils disent noir, sous-texte noir, et les femmes évidemment. Mais on sait que ce qui posait vraiment, on va dire, plus de crispation, c'est vraiment l'inclusion des personnes africaines-américaines aux États-Unis. Donc oui, c'est terrible, mais en même temps, c'est complètement prévisible. La justice sociale n'est pas une mode, c'est des droits humains qu'on essaye de maintenir et de défendre et d'obtenir. Ce n'est pas juste une traîne, c'est un engagement profond, c'est une façon de repenser la société depuis ses fondations jusqu'au plus haut niveau, en fait. Et ça ne peut se faire qu'en étant assez radical dans son mode de pensée. Je pense que là, maintenant, juste vouloir mettre en place des politiques de diversité et d'inclusion, juste vouloir faire des grands statements au moment où il y a une attention médiatique, on voit bien que ça ne fonctionne plus, et je crois que même si là c'est terrible, ça nous fera gagner du temps par la suite. Vous citez dans votre livre Angela Davis, philosophe américaine et militante des droits civiques, qui dit « Dans une société raciste, il ne suffit pas d'être non-raciste, il faut être anti-raciste ». Quelles sont pour vous les étapes culturelles, politiques qui peuvent mener justement à une société plus juste, plus égalitaire? Quels sont les changements systémiques qui devraient être obtenus pour vraiment faire avancer les choses et justement ne pas avoir ces changements de façade en quelque sorte? Je pense que les personnes, en tout cas dans les sociétés comme la Belgique ou la France, je pense que les personnes blanches font partie de la solution comme du problème. C'est-à-dire que comme elles sont encore nourries de ces avantages et de ces privilèges qu'on leur octroie toujours, je pense qu'il doit y avoir quand même un regard introspectif radical sur sa participation au système raciste. Attention, une personne blanche qui bénéficie de privilèges, c'est pas parce que par exemple elle va donner une partie de son temps dans des organisations antiracistes, etc., qu'elle va vraiment s'engager dans le mouvement de manière efficace en prenant des risques, que du jour au lendemain elle va perdre sa blanchité et qu'elle risque d'être beaucoup plus agressée par la police quand elle sera dans l'espace public. Donc faut aussi comprendre les limites de la question du privilège. Par contre, en tant que société, ce qu'on peut faire, moi je pense qu'il est très important qu'on arrive à réimposer nos propres narratifs, qu'on arrive à devenir de plus en plus autonome par rapport aux médias, ou que ça soit les espaces où on diffuse notre savoir. Je pense que là, il va y avoir un besoin de rupture avec certains modes de fonctionnement, si pas de rupture, en tout cas de diversification de là où on peut s'exprimer sur ces questions. Je le sais parce que pour l'instant, j'ai dû mettre mon compte Instagram en privé, parce que
que je subis beaucoup d'attaques de l'extrême droite et qu'en pleine promo, ma page Instagram a été bloquée. Donc, je vois toujours le côté positif. Donc, ça m'aide aussi à repenser la façon dont on investit certains espaces avec nos idées. Et surtout, je pense sincèrement qu'il va falloir que les personnes aient en conscience que là, il va falloir être vraiment intransigeant par rapport à certaines politiques, à certaines postures, et ne plus avoir peur de dire les termes. C'est-à-dire, quand il y a un fait de racisme, même s'il n'y a pas des termes de racistes explicites et que c'est plutôt des dogussols, etc., ne pas avoir peur de pointer la mécanique raciste derrière, de pointer comment les personnes sont opprimées, parce que malheureusement, si on ne prend pas ce temps-là, si on ne prend pas le temps de vraiment réfléchir à une stratégie, de comment vraiment démanteler ces rouages, mais surtout de comment rendre l'égalité, l'équité désirable. Parce que là où je pense que l'extrême droite a vraiment gagné, c'est qu'ils ont rendu leur discours anti-woke, conservateur et raciste comme étant quelque chose de plus agréable pour les personnes en général que le discours d'équité et d'inclusion et de réparation. Donc comment faire pour défendre les droits humains avec ces principes-là et rendre ça et permettre aux personnes de se rendre compte qu'elles ont beaucoup plus à gagner en étant dans une société équitable qu'en bénéficiant d'un système injuste. Donc je pense que ça, c'est des questions de perspective qu'on va devoir avoir assez rapidement. Par exemple, nous, en Belgique, on est parti pour 5 ans avec un gouvernement quand même très à droite, pour moi, d'extrême droite. Et du coup, oui, j'attends de voir ce qui va se passer pour vous aussi en 2027. Et vous le dites pourtant, ce qui est paradoxal dans ce contexte où l'extrême droite monte partout, vous écrivez dans votre conclusion, nous vivons à une époque où les outils pour démanteler ce système sont plus accessibles que jamais. Oui, complètement. On n'a jamais eu autant accès à du savoir antiraciste grâce à Internet. On n'a jamais pu autant faire des liens entre des communautés opprimées, qu'elles soient au niveau racial ou au niveau d'autres systèmes d'oppression. On a vraiment là l'opportunité, s'il y a une vraie introspection sur notre position au sein de ces mouvements, etc., on a vraiment une opportunité de pouvoir agir avec une même voix. Mais ça demande vraiment une forme de courage, de vouloir s'attaquer à ces questions, parce qu'on est tous parfois oppresseurs ou parfois on subit l'oppression. Donc je pense que c'est un peu ce jeu d'équilibriste-là qu'il va falloir trouver pour avoir un langage commun, parce que je pense vraiment que comme le racisme est un problème global, l'antiracisme se doit d'être global. Moi, je n'ai pas peur de faire des liens entre des traditions antiracistes qui viennent de France ou qui viennent des États-Unis ou qui viennent encore du Luxembourg où je travaille souvent. J'essaye toujours de trouver des liens pour savoir quel langage commun on pourrait créer ensemble. Et oui, on a accès à des outils, on a accès à des archives historiques, on a accès à des méthodes de lutte, à des réussites et à des erreurs qui sont faites à d'autres endroits, qui nous permettent peut-être de faire une synthèse de ce qui pourrait fonctionner pour l'avenir. Donc je pense que c'est vraiment une question aujourd'hui de volonté. Je pense qu'il est temps qu'on sorte de la sidération, que là c'est difficile, mais qu'on ne peut pas se permettre de reculer autant après tous les sacrifices qui ont été engrangés durant l'histoire, et que ce serait même une insulte à la mémoire de l'humanité que de reculer aujourd'hui à cause de quelques personnalités politiques aussi terribles soient-elles. Je pense que là, on doit vraiment aller se rendre compte de la force collective qu'on a. Alors, dernière question, Ginetta Sagan disait « Le silence face à l'injustice est une complicité avec l'oppresseur pour redescendre à un niveau plus individuel et donc parfois aussi un peu plus accessible en quelque sorte, parce que même si les dynamiques collectives sont les plus importantes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de que faire à leur échelle, surtout dans cette période-là. Quels sont les conseils que vous donneriez, au-delà de, évidemment, lire votre livre, pour être un ou une bonne alliée antiraciste aujourd'hui? La question que je pose souvent aux personnes, c'est dans quel type de société voulez-vous vivre ? Ça permet déjà d'un peu défiler ces questions de discrimination, parce que les personnes qui veulent rentrer dans le chemin de l'Alliance ont déjà, on va dire, plus ou moins une posture progressiste et veulent souvent contribuer à cette société. Mais on va dire que parfois ça bloque au niveau de prendre conscience des privilèges, etc. Et quand on égrène un peu toutes ces angoisses et cette anxiété autour de tout ça, souvent j'arrive à avancer avec les personnes. Alors surtout, en fait, c'est dire aux personnes que ce n'est pas parce que vous avez eu des propos racistes, que vous avez tenu telle microagression
l'impression que vous avez fait des erreurs dans vos cheminements vers l'Alliance, que ça fait de vous une mauvaise personne. Vraiment, j'essaye vraiment d'un peu désacraliser toutes ces questions-là et de se rendre compte qu'on est tous humains, on est tous faillibles et qu'on fait tous des erreurs. J'en fais encore, j'en ferai sûrement encore dans mon chemin antiraciste alors que je suis une personne racisée. Donc vraiment, dire aux personnes qu'elles ont le pouvoir de vivre en accord avec leurs valeurs. Et ce pouvoir-là, on peut le reprendre en prenant des risques. C'est-à-dire que sortir de la complicité avec le racisme, c'est en quelque sorte briser une forme de solidarité qu'on maintient avec ce système. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire la première fois, mais souvent quand des personnes mettent en place des changements, des micro-actions au quotidien, elles arrivent à traverser ces questions. Je dis aussi aux personnes qui veulent se mettre dans l'Alliance antiraciste, au lieu de vouloir bombarder d'informations et de parler uniquement de ces sujets-là à des personnes racisées, de parler de ces sujets-là avec des personnes blanches qui ne portent pas souvent ces sujets en importance, on va dire, pour qui ces questions-là sont factuelles. Vraiment essayer de briser le silence dans des milieux où la parole antiraciste et les militants, les activistes, les éducateurs n'ont pas accès. Et je dis aussi que, comme le racisme est un conditionnement, se détoxifier du racisme, ça va être également une forme de conditionnement en inversé, et que donc, pour déconstruire tout ça, ça demande du temps, du travail, mais surtout de l'intérêt. Essayez vraiment de mettre une distance émotionnelle avec ces questions, et surtout se demander pourquoi voulez-vous vous rejoindre à la lutte. Si c'est juste pour paraître pour une bonne personne et juste agir sur votre niveau moral sans réfléchir à l'impact mondial de cette oppression, je dirais à ces personnes-là de vraiment prendre encore du temps à réfléchir à la blanchité et à tout ce qui pourrait être complexe du sauveur, etc. Donc vraiment de réfléchir à pourquoi ces questions-là sont importantes et de vraiment d'affiner leur volonté d'agir pour une société juste. Et surtout, je leur dirais que il est jamais trop tard pour commencer un pas. Ça peut être une lecture demain. Et ça peut être s'engager de manière plus directe dans une organisation quelques mois plus tard. Donc il n'y a pas vraiment de temporalité, mais vraiment j'invite les personnes à vraiment agir en accord avec leurs valeurs, parce que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'on les culpabilise. C'est pas moi, Estelle, qui arrive pour vous culpabiliser. Je parle juste de faits sociaux, mais si vous ressentez cette énergie-là quand on parle de privilèges blancs, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller travailler au niveau plus intime aussi, et qui vous bloque en fait dans l'apprentissage. Et je terminerai par dire que c'est un privilège de pouvoir apprendre sur le racisme et de ne pas le subir, et juste prenez le pas d'apprendre sur cette histoire, parce qu'elle nous compose toutes et tous. Et qu'il y a quand même peut-être des choses très concrètes qu'on peut faire dans sa vie au quotidien, c'est de réagir. Oui, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas réagir quand quelqu'un tient un propos raciste, parce que parfois c'est son oncle, sa tante, et qu'on est plus jeune ou qu'on n'ose pas, ou que c'est une blague raciste et que la personne va dire mais ça va, c'est une blague. Qu'est-ce que vous conseilleriez dans ce type de contexte-là, en fait, quand on est confronté en fait à des gens autour de nous qui vont dire ah mais je suis pas raciste, c'est juste une blague, par exemple. Évaluer ce qui peut se passer ou pas si jamais vous agissez, parce que souvent en fait il ne peut pas se passer grand-chose quand une personne réagit face à des propos discriminants. La plupart des personnes ont peur de réagir, elles ont peur de casser l'ambiance, etc. Moi je dirais, plus vous vous informerez sur ces questions, plus vous serez en capacité de comprendre à quel point c'est vital de réagir. Et surtout, donc comment réagir par exemple face à une blague raciste, je dirais de demander à la personne d'expliquer la blague. Parfois ça suffit vraiment à casser tout type de blague oppressif, et surtout de ne pas laisser le rire ou la pression sociale prendre de la place, et de vraiment recentrer sur le sérieux en fait des propos qui peuvent être véhiculés, de l'impact qu'ils peuvent avoir. Par exemple, si on prend par exemple quel type de blague, une blague genre sur l'odeur de la nourriture des personnes racisées, etc. On peut relier venir avec des en lien avec les discriminations. Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur, par exemple. Oui, exactement. Sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou.
Mais par exemple là, ça avait fait beaucoup rire d'ailleurs à l'époque. Oui, j'en parle aussi dans le livre en expliquant qu'en fait que ces stéréotypes qui sont véhiculés, ils sont dommageables dans le concret parce que quand une personne noire va vouloir aller trouver un appartement, et je le sais parce que ça m'est arrivé, on va me demander est-ce que vous cuisinez de la nourriture de chez vous parce que ça sent fort et que j'ai pas envie que dans l'appartement, etc. Donc ces blagues qui n'ont l'air de rien ont des racines historiques, c'est des stéréotypes qui fonctionnent toujours dans l'esprit des gens et qui maintiennent des discriminations. Donc non, l'humour raciste il est pas inoffensif. Et il faut pouvoir directement mettre un stop à cette discrimination-là. Moi, je dirais qu'il faut toujours agir. Maintenant, il ne faut pas spécialement être un activiste ou un éducateur pour le faire, que c'est mieux d'être informé pour savoir le faire avec plus de faits, mais simplement dire ces propos sont racistes et me dérangent, et en plus de ça, ils maintiennent le racisme dans notre société. Souvent, ça suffit. Ça montre en tout cas que ces propos-là ne peuvent pas continuer à s'exercer dans cet espace-là. Même si, quand vous allez quitter la pièce, peut-être que ça va reprendre, mais en attendant, vous avez fait comprendre qu'en votre présence, ces propos ne sont pas acceptables. Aussi, si c'est une personne avec qui il y a un lien affectif, etc., et qu'on n'a pas spécialement envie de l'exposer auprès de tout le monde, et qu'on sait que ça peut vite tomber dans une discussion d'ego, alors prendre la personne à part, à un moment où elle sera plus apaisée, où elle sera moins dans l'effervescence de la fête ou quoi que ce soit, et lui expliquer pourquoi ces propos étaient dangereux. Mais je donne plein de conseils et de tutoriels de ce type dans le livre. Et au travail, je dirais qu'il faut quand même toujours au moins garder une trace écrite au cas où la personne veut porter plainte. Et si on est en position de pouvoir vraiment marquer un stop face à ces propos-là, ou alors en opposition indirecte, en gardant une trace écrite des propos tenus, parce que si jamais un jour la personne veut porter plainte pour harcèlement raciste ou aller faire une plainte à la RH, vous pouvez toujours vous présenter comme témoin. Donc il y a comme ça des micro-actions à mettre en place, mais ça c'est vraiment si la position de la personne est vraiment précaire sur le milieu du travail, mais sinon oui, toujours agir quoi. Moi ce que je dis d'un bon allié, c'est qu'il doit prendre des risques, c'est-à-dire prendre le risque de filmer une intervention policière suspecte, prendre le risque de reprendre les propos islamophobes d'un prof, par exemple d'un prof à l'UNIF ou autre, prendre le risque de casser l'ambiance en soirée, mais ces risques-là sont minimes parce que nous, en tant que personnes racisées, quand on se défend pour nos droits, ou même quand on ne fait rien, qu'on existe juste dans l'espace public, on porte un risque qui est bien plus élevé et qui est bien plus concret que plutôt une ostracisation sociale, quoi. Donc voilà, c'est ce que je donne comme conseil. Merci beaucoup, Estelle Deprix, d'être venue sur Blast. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de comprendre les mécaniques du privilège blanc et tout ce qu'il se joue aujourd'hui sur le front antiraciste. Je vous mets en description des livres, films et podcasts pour aller plus loin sur ce sujet. Je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est important. Blast est un média indépendant qui existe grâce aux dons et aux abonnements. Alors, si vous voulez que l'on continue à exister, n'hésitez pas à nous soutenir sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.